Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide avec vous en direct de Washington. Ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui à la une de l'actualité ce soir. Les travaux du dialogue national inclusif commenceront. La prise du pouvoir par les militaires au Tchad a permis d'éviter un vide institutionnel. C'est le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, qui l'affirme dans une allocution à la nation en hommage à son père, Idriss Déby Itno, tué il y a 1 an jour pour jour, après 30 ans à la tête du pays. Au Rwanda, elles sont réfugiées, mineures et enceintes. Les Congolais et Burundais qui ont été accueillis à Mahama affirment que les jeunes filles de ce camp rwandais sont victimes d'agressions sexuelles et de grossesses précoces. Ils réclament que les auteurs présumés de tels actes soient punis sévèrement. Le gouvernement de Kigali dit vouloir aider. L'Union européenne fera tout son possible pour que l'Ukraine gagne la guerre. Les mots de Charles Michel, dernier dirigeant européen en date, à se rendre à Kiev pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky au moment où les troupes russes sont déterminées à prendre la ville ukrainienne de Mariupol. La situation sur le terrain avec Philippe Crowther tout à l'heure. Le 20 avril 2021, le chef de l'État Idriss Déby Itno, à la tête du Tchad depuis 30 ans, est tué au front. Le même jour, son fils Mahamat Idriss Déby Itno, jeune général de 37 ans, est proclamé président de transition. La situation s'est figée depuis son arrivée au pouvoir. De nombreux Tchadiens affirment avoir vu leur quotidien se détériorer. Mais pour le chef de la junte, la prise du pouvoir par les militaires il y a 1 an a permis d'éviter un vide institutionnel. Le point avec Mohamed Oumfa. C'était il y a 1 an, à la télévision nationale apparaissait un groupe d'officiers pour annoncer la mort du président Idriss Déby Itno, maître absolu du Tchad depuis 30 ans. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, des suites de ses blessures au front. Son fils, Mahamat Idriss Déby Itno, le regard fuyant, paraît bien timoré quand l'armée le proclame président du comité militaire de transition, alors qu'une rébellion, le FACT, menace de marcher sur la capitale. Le nouvel homme fort N'Djamena promet alors des élections libres et démocratiques après une transition de 18 mois. Renouvelable une fois, tempère le lendemain une charte de transition. Le général Déby s'engage à ne pas se présenter à la future présidentielle. Il promet aussi d'organiser un dialogue national inclusif ouvert à toutes les oppositions, politiques et armées. Depuis lors, le pré-dialogue de paix prévu à Doha au Qatar peine à se tenir faute de consensus sur le format de la rencontre et les acteurs invités. Mais Mahamat Déby se veut rassurant. Comme annoncé précédemment, les travaux du dialogue national inclusif commenceront le 10 mai 2022 à N'Djamena. C'est un rendez-vous crucial à ne pas manquer, à l'issue duquel notre cher et beau pays va se doter des institutions pérennes répondant aux aspirations profondes et légitimes du peuple tchadien souverain. À N'Djamena, l'opposition politique menace de boycotter le forum et soupçonne le général Déby de préparer une candidature à la présidentielle. Elle surfe par ailleurs sur la situation économique qui se dégrade. Depuis plusieurs mois, des manifestations contre la vie chère sont organisées dans la capitale, alors que les prix flambent sur les marchés, accentués par la hausse du prix du pétrole et les effets de la guerre russo-ukrainienne. Dans l'actualité également, au Niger, le ministre de la Communication est écroué depuis hier. Mahamadou Zada est accusé dans une affaire de détournement présumé de 3 milliards de francs CFA, soit environ 5 millions de dollars, lorsqu'il dirigeait une entreprise publique avant d'être nommé au gouvernement en avril de l'année dernière par le chef de l'État Mohamed Bazoum. Le point avec Abdul Razak Idrissa, notre correspondant à Niamey. L'arrestation du ministre de la Communication Mahamadou Zada n'a pas beaucoup surpris au sein de l'opinion nationale. Son nom a en effet régulièrement été cité
dans cette affaire de mauvaise gestion d'environ 3 milliards de francs CFA au niveau de la société qu'il a dirigée avant d'être ministre, la Société du patrimoine des mines du Niger. Il s'agit d'une affaire dans laquelle la dite société aurait placé 3 milliards de francs CFA au niveau d'une institution de microfinance de la place. Un montant que l'institution de microfinance dit n'avoir jamais vu dans ses livres comptables. Pour la majorité des citoyens, cette arrestation du ministre Mahamadou Zada est un gage du président de la République dans sa volonté de lutter contre la corruption. Les autres grands dossiers de détournement des deniers publics, eux aussi, doivent être ouverts selon ces acteurs. La boîte de Pandore est ouverte. À partir de la mise sous mandat de dépôt de M. Zada, c'est qu'il n'y a plus de raison de protéger ceux qui sont impliqués dans l'affaire du ministère de la Défense. D'abord, il y a plus de sous. Deuxièmement, la sensibilité. Et troisièmement, les conséquences de ce qui s'est passé au ministère de la Défense. Donc aujourd'hui, pour moi, c'était des alliés, c'est vrai. M. Zada, c'est un allié du PNDS. Mais l'affaire MDN, les responsables, ce sont les militants du PNDS. Maintenant, on va voir. Le ministre de la Communication, Mahamadou Zada, passe donc ce soir sa deuxième nuit de détention au niveau de la maison d'arrêt de Kolo, à quelques kilomètres de la capitale Niamey. En rappel, il est le secrétaire général du MPR Jambouria, une des formations politiques qui a soutenu le président Mohamed Bazoum lors de la dernière élection présidentielle. Abdullah Razak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey. Temoko Mélié Koné, le nouveau vice-président de Côte d'Ivoire, a prêté serment aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel à Abidjan au lendemain de sa nomination par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le poste de vice-président était vacant depuis le départ de Daniel Kablan-Duncan en juillet 2020. Pour convenance personnelle. Temoko Mélié Koné est peu connu du grand public. L'économiste a mené une longue carrière au sein de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, la présidence ivoirienne a annoncé ce mercredi la composition du nouveau cabinet ministériel, toujours sous la commande du Premier ministre Patrick Hachi. C'est une situation qui inquiète les réfugiés congolais et burundais hébergés à Mahama dans l'est du Rwanda. Selon eux, les jeunes filles du camp sont victimes de viols et de grossesses précoces. Ils réclament que les auteurs présumés de tels actes soient punis de façon exemplaire. De Kigali, le récit de Jean Damascène Mané Chimwe. Clarisse Ouera, c'est un pseudonyme donné à cette adolescente âgée seulement de 16 ans du camp des réfugiés de Mahama à l'est du Rwanda. Tombée enceinte, Clarisse a été obligée de quitter l'école pour pouvoir prendre soin de son bébé. Quelques mois après, elle a pu reprendre le chemin de l'école. Elle a une facilité de passer à la maison pour allaiter son fils aux heures indiquées. Quand je vais à l'école, je lui laisse du lait. Âgé de plus d'une année, il prend du lait. À midi, on me donne l'autorisation de venir pour l'allaiter. Avant, il m'était très difficile d'étudier, mais je me suis calmée et je n'ai aucun problème. Malgré cette situation, Clarisse est loin de se décourager. Elle est déterminée à poursuivre ses études jusqu'au niveau universitaire pour s'assurer un avenir meilleur. Je veux étudier et terminer mes études et si possible aller jusqu'à l'université pour mieux préparer mon avenir. Je suis en première année de secondaire. Ce problème n'est pas le propre de Clarisse, mais plutôt partagé par de nombreuses adolescentes. Elles peuvent être violées par force, mais aussi certains hommes se servent des objets matériels pour séduire ces adolescents. Pour le moment, le nombre total des jeunes adolescentes qui sont tombées enceintes n'est pas connu, mais le seul camp de Mahama à l'est du Rwanda compte environ 150 jeunes filles qui ont regagné l'école après qu'elle les ait mis au monde. La ministre rwandaise ayant les réfugiés dans ses attributions, Marie-Solange Kayisire, indique que le Rwanda est résolu à assister ces adolescentes au quotidien.
Nous avons mis en place différentes politiques de formation et de sensibilisation pour aider les jeunes filles à connaître leurs droits et leurs responsabilités. Celle qui par malheur tombe enceinte n'est pas délaissée. Nous l'accompagnons dans la prise en charge de l'enfant pour qu'elle retourne à l'école pour son bien dans l'avenir. Le camp de Mahama à l'est du Rwanda compte plus de 55 000 réfugiés congolais et burundais, alors que le pays dénombre au total environ 130 000 réfugiés. Les femmes et les enfants constituent 75% de la population totale de ces réfugiés. Jean Damascène, Manichimwe pour VOA Afrique, Kigali. Environ 400 membres de la MONUSCO ont été tués en 20 ans. Il s'agit de civils et de militaires de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, pays meurtri par d'innombrables conflits armés. Ils ont perdu la vie dans l'exercice de leur mandat de maintien de la paix depuis 1999. On est dans un environnement dangereux, a indiqué aujourd'hui Mathias Gilman, porte-parole de la MONUSCO. Des experts internationaux, dont ceux qui ont été assassinés au Kasaï il y a 5 ans, comptent parmi les victimes. La MONUSCO, connue au départ comme la MONUC, est décrite comme l'une des plus importantes et des plus coûteuses missions de l'ONU au monde, avec un budget annuel d'1 milliard de dollars. Et maintenant, le point sur la guerre menée par la Russie en Ukraine. Le patron du Conseil européen a rencontré le chef de l'État ukrainien, Volodymyr Zelensky, aujourd'hui. Charles Michel est le dernier dirigeant européen en date à se rendre à Kiev. Il affirme que l'Union européenne fera tout son possible pour que l'Ukraine gagne la guerre. Ces entretiens ont porté sur le soutien financier et militaire de l'UE et les sanctions contre la Russie. L'adhésion de l'Ukraine à l'UE est une priorité, a dit de son côté Volodymyr Zelensky. L'Ukraine reçoit désormais des armes lourdes que les Occidentaux hésitaient à lui fournir auparavant, alors que la nouvelle phase de la guerre, comme l'a qualifié la Russie, s'annonce acharnée. Les combats se sont intensifiés, comme à Mariupol, la ville ukrainienne que le Kremlin est résolu à capturer. Nous retrouvons Philippe Crowther pour nous faire un compte-rendu de la situation sur le terrain. Il nous a envoyé ce reportage un peu plus tôt de Lviv, en Ukraine. Les forces russes font pression sur cette zone de résistance obstinée à Mariupol. La capacité de l'Ukraine à enliser la Russie y a été démontrée. Un siège depuis les premiers jours de la guerre a détruit une grande partie de la ville, mais n'a pas encore abouti à une victoire russe. Le port sur la mer d'Azov a été le théâtre de certaines des souffrances les plus dramatiques du conflit. Les troupes ukrainiennes affirment que l'armée russe a largué de lourdes bombes pour détruire ce qui reste d'une usine sidérurgique et frapper un hôpital où se trouvaient des centaines de personnes. Ces affirmations ne peuvent pas être confirmées indépendamment. Cette usine est considérée comme étant le dernier bastion des troupes ukrainiennes défendant Mariupol. Les forces russes ont également intensifié leurs attaques le long du reste de la ligne de front, dans la région du Donbass, une ligne de front qui s'étend sur plus de 400 km. En cas de succès, l'offensive russe couperait l'Ukraine en deux et donnerait au président Vladimir Poutine une victoire bien nécessaire après la tentative ratée des forces de Moscou de prendre d'assaut la capitale Kiev. Selon beaucoup d'analystes, ce conflit pourrait également se transformer en une guerre d'usure. La Russie tente de vaincre les troupes ukrainiennes les plus expérimentées et les plus aguerries qui combattent déjà depuis 8 ans les forces séparatistes pro-Moscou dans cette région du Donbass, majoritairement russophone. Philippe Crowther pour VOA Afrique, Lviv. En France, duel télévisé 4 jours avant la bataille des urnes. Le chef de l'État sortant, Emmanuel Macron, et sa rivale, Marine Le Pen, se retrouvent ce soir pour un face-à-face diffusé en direct à la télévision. Temps fort de la campagne pour le second tour de l'élection présidentielle. Comme en 2017, les deux candidats tentent de convaincre une partie des électeurs de gauche, notamment ceux ayant voté pour Jean-Luc Mélenchon de la gauche radicale, arrivé 3e au premier tour. Les militants des deux camps suivent ce débat de très près et mettent les bouchées doubles avant le jour J. Notre correspondante à Paris, Ekia Badou, propose de tendre le micro à ses militants. Ce soir, la parole à Aziz François Ndiaye, qui fait campagne pour Emmanuel Macron. Ce qui m'a plu d'abord, c'est un discours d'un ministre de l'économie à l'époque qui m'avait l'air de mieux comprendre la problématique de l'entrepreneuriat
Et comme il dit souvent, il n'y a pas de solution de gauche ou de droite, il y a que des bonnes ou des mauvaises solutions. Je suis très serein pour ce second tour parce que je pense que les Français sont suffisamment intelligents pour ne pas tomber dans le piège que Marine Le Pen essaye de leur tendre. Et voilà pour la première partie de votre journal. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. Le Monde aujourd'hui revient dans une petite minute. Merci. La saison 2 de la Basketball Africa League est là. Après une saison inaugurale historique, 12 champions nationaux de tout le continent sont prêts à concourir pour la saison 2022. Du 5 mars au 28 mai, branchez-vous et suivez la balle sur la voie de l'Amérique. 54 pays, 12 équipes, un continent, mais un seul champion. La saison 2 de la Basketball Africa League est là. Après une saison inaugurale historique, 12 champions nationaux de tout le continent sont prêts à concourir pour la saison 2022. Du 5 mars au 28 mai, branchez-vous et suivez la balle sur la voie de l'Amérique. 54 pays, 12 équipes, un continent, mais un seul champion. À vous de jouer. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un journal télévisé que vous propose VOA Afrique. Au chapitre de l'économie, le président russe Vladimir Poutine a ordonné aujourd'hui de réviser la politique de Moscou au sein de l'Organisation mondiale du commerce en réaction aux sanctions occidentales en lien avec l'offensive du Kremlin en Ukraine. Quant à la patronne du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, elle appelle les pays à continuer leur coopération malgré les tensions. Le FMI a ramené sa prévision de croissance mondiale à 3,6% cette année contre 4,4% projeté en janvier dernier. D'autres détails avec Patsy Vidakuswara, le récit est de Jenny Kapumbuvila. La guerre en Ukraine et les sanctions occidentales contre Moscou ont perturbé le commerce mondial, fait grimper les prix du pétrole, menacé l'approvisionnement alimentaire et accru l'incertitude alors que le monde lutte pour se remettre de la pandémie, obligeant le Fonds monétaire international à revoir à la baisse ses perspectives économiques mondiales. Même avant la guerre, l'inflation dans de nombreux pays avait augmenté en raison des déséquilibres de l'offre et de la demande et du soutien de l'orientation économique pendant la pandémie, provoquant un resserrement de la politique monétaire. La hausse des prix de l'énergie et des matières premières a entraîné une baisse de la production et une hausse de l'inflation. Pour la Maison-Blanche, Moscou en est responsable. Nous avons dit depuis le début que l'invasion de l'Ukraine par le président Poutine et la Russie va avoir un impact continu sur l'économie mondiale, que ce soit sur les marchés pétroliers ou dans d'autres domaines. Ajoutez à cela un ralentissement de l'économie chinoise en raison des blocages fréquents causés par le variant Omicron du nouveau coronavirus. Tout d'abord, Pékin a imposé des quarantaines d'une semaine sur les marchandises qui entrent en Chine, ce qui signifie que les fabricants qui utilisent des puces d'autres endroits, comme la Corée du Sud, n'obtiennent pas les intrants dont ils ont besoin pour fabriquer les marchandises en Chine. Deuxièmement, il y a de la congestion dans les ports à cause du confinement, comme à Hong Kong et à Shanghai. Un objectif clé pour les banquiers centraux présents en réunion de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington est de freiner l'inflation sans plonger le monde dans la récession en augmentant progressivement les taux d'intérêt, de préférence de manière coordonnée. Au milieu des efforts occidentaux pour isoler le président russe Vladimir Poutine, la coordination peut s'avérer difficile. Les États-Unis ont évité une partie des réunions des ministres des Finances du G20 cette semaine pour protester contre la participation de Moscou au groupe à cause de l'invasion de l'Ukraine. En sport, on sait tout sur la conférence Nil de la Basketball Africa League. Yacouba Ouedraogo est en studio avec nous. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à tous. La conférence Nil a arrêté son classement définitif, Yacouba. Tout à fait, Jacques. Les deux dernières rencontres, on va dire, de cette conférence n'ont rien changé au classement. Seul point positif, les Congolais de BC Espoir Foucache ont pu sauver l'honneur en décrochant leur première victoire après 5 matchs.
devant les Sud-Africains de Cape Town Tigers, 96-92. Dans l'autre rencontre, pas de miracle pour les Camerounais. FAP s'est incliné 77-63 devant le champion en titre, le Zamalek, qui a fait du sans faute, 5 matchs, 5 victoires. Révivons les temps forts de ce dernier match. Bayers de FAP a lancé les hostilités avec ce joli lay-up sur une passe de Kemoui. Mais Zamalek réplique tout de suite avec un dunk de Mahmoud. Ce raté de Souza profite à Mahmoud qui trouve Yasser. 3 points assurés. FAP pousse dans les dernières minutes du troisième quart-temps. Almeida ne se loupe pas. Mais le Zamalek maintient son avance avec ce shoot à 3 points de Diogué. Souza permet aux Égyptiens de s'échapper au point. McKinney suit le rythme pour garder les champions en titre en tête. FAP essaie de revenir au score au quatrième quart-temps avec un lay-up de Morman. Enfin, ce superbe contre de Mahmoud scelle le match au profit du Zamalek qui a l'opportunité de défendre son titre à Kigali. Les Égyptiens, justement, du Zamalek finissent ainsi premiers de cette conférence Nil devant les Angolais de Petro. Deuxième avec 4 victoires en 5 matchs. Cape Town Tigers d'Afrique du Sud est troisième avec 2 victoires en 5 matchs. Idem pour FAP du Cameroun qui boucle la liste des qualifiés de cette conférence pour les playoffs. Cobra Sport du Soudan du Sud et BC Espoir Foucache de la RDC sont donc éliminés. Que retenir des rencontres de cette conférence Nil? Analyse avec Amin El Amri, journaliste sportif joint à Casablanca au Maroc. Finalement, pas beaucoup de surprises. On savait que le Zamalek était ultra favori à sa propre succession et dans cette mesure, il a logiquement dominé sa conférence. Derrière, il y a le Petro Luanda qui était aussi une très bonne équipe déjà lors de la saison 1 de la BAL et qui confirme cette année en se classant en deuxième derrière le Zamalek. Ensuite, il y a les Cape Town Tigers et les forces armées et police du Cameroun qui complètent le tableau. Petite surprise, peut-être pas pour les Cape Town Tigers, ce n'est pas surprenant si on considère le parcours de cette équipe lors des éliminatoires. Petite déception un peu pour Cobra Sport qui n'a vraiment pas démérité, qui a des joueurs talentueux, mais à qui il manque beaucoup d'expérience. En revanche, pour l'Espoir Foucache, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, aussi bien défensivement qu'offensivement. Et c'est bien dommage pour une équipe de la RD Congo, parce que c'est un pays mythique et à qui on souhaite beaucoup de courage et beaucoup de chance pour les prochaines éditions. Voilà, pour rappel, dans la conférence Sahara, Rwanda Energy Group, l'US Monastir de la Tunisie, l'AS Salé du Maroc et Seydou Legacy Athletic Club de la Guinée se sont qualifiés pour les playoffs. Du coup, on connaît les oppositions du premier tour de ces playoffs. En quart de finale, le Zamalek fera face à SLAC de la Guinée. Le Rwanda Energy Group affrontera Forces armées et police du Cameroun. À ne pas manquer le choc entre l'AS Salé du Maroc et Petro de Luanda. Mission compliquée, a priori en tout cas, pour les novices sud-africains de Cape Town Tigers devant les Tunisiens de l'US Monastir. Les playoffs, justement, auront lieu à Kigali, au Rwanda, du 21 au 28 mai prochain. Voilà, c'est tout pour cette rubrique sportive. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Quelle belle compétition, Yacouba, jusqu'à maintenant. Certainement, c'est à suivre. À très bientôt, Yacouba Ouedraougou. Et maintenant, une belle histoire d'amitié. L'une est ukrainienne et l'autre russe. Leurs pays sont en guerre, mais la relation entre deux musiciens vivant ici aux États-Unis n'a pas changé d'un iota après l'invasion de l'Ukraine ordonnée par le maître du Kremlin, Vladimir Poutine. Le reportage de Jacopo Luzzi est relaté par Claire Morin-Gibourg. Originaire d'Ukraine, Valeria Sholokova a 31 ans. Elle a déménagé aux États-Unis il y a 20 ans, mais sa patrie est toujours chère à son cœur.
Et il n'y a rien de tel que de voir sa maison brûler. J'ai été dans un état terrible. Les jours qui ont suivi, j'étais brisée. Tout fait mal. J'avais un chagrin absolu. Valeria Sholokova a toujours son père, sa famille et des amis en Ukraine. Et les vidéos qu'elle reçoit de son pays natal la font pleurer tous les jours. Dans son désespoir, un ami lui a tendu la main. C'est lui qui m'a contacté en premier avec un message vraiment touchant, juste pour me dire qu'il avait le cœur brisé et qu'il était à mes côtés et qu'il ressentait mon chagrin. Nikita Morozov est un violoniste russe de 35 ans. Il a grandi à Montréal, au Canada, et se produit souvent avec Madame Sholokova. Ils sont amis depuis leur rencontre à la Juilliard School de New York, il y a plus de 10 ans. Je pense qu'il est vraiment important de faire preuve de discernement et de trouver, vous savez, quelle est la source du problème. Et c'est Poutine. Ce ne sont pas les Russes, car il y a tant de Russes qui sont contre cette guerre. Son amitié avec Nikita aide Valeria à gérer ce moment difficile. Et pour elle, le fait qu'ils viennent de Russie n'a aucune importance. Je pense que nous sommes des êtres humains avant tout. Je veux dire, jamais je n'ai considéré Nikita en tant que violoniste russe et je ne me suis jamais vue nécessairement comme une violoncelliste ukrainienne. Et je pense que c'est réciproque. Nikita Morozov a le sentiment qu'il doit plus que jamais prendre soin de Valeria. Ce que toute personne devrait faire aujourd'hui avec les Ukrainiens du monde entier. Une amitié basée sur la musique, mais capable de transcender la guerre entre deux nations. Belle histoire d'amitié en effet. Et enfin, les plumes, les paillettes et la samba, enfin de retour à Rio de Janeiro. Après 2 longues années, les défilés du carnaval, le plus célèbre du monde, auront bien lieu vendredi et samedi soir pour renouer avec la fête après le deuil de la pandémie de coronavirus. Le Sambodrome va vibrer à nouveau 2 nuits entières au rythme des percussions avec des milliers de danseurs aux costumes chatoyants et des chars fastueux hauts comme des immeubles de plusieurs étages. La fête avait été annulée l'an dernier quand le Covid-19 faisait encore des centaines de morts par jour au Brésil. Cette année, les défilés n'ont pas eu lieu avant le mercredi des Cendres, comme le veut la tradition. Ils ont été reportés de 2 mois en raison de la hausse des contaminations dues au variant Omicron. Plus de 75% des Brésiliens affichent un schéma vaccinal complet et les courbes de décès et de contamination ont fortement diminué. Quelques 75 000 spectateurs pourront donc se masser dans les travées du Sambodrome à condition de présenter un certificat de vaccination au Sambodrome, enceinte de gradins qui entourent une piste de 700 mètres de long. 12 écoles vont défiler l'une après l'autre, 6 vendredi soir et 6 autres le lendemain pour tenter de remporter le titre très convoité de championne du carnaval. Pour séduire les jurés et le public, chaque école fera défiler pendant plus d'1 heure quelques 3000 danseurs et une demi-douzaine de chars monumentaux. Cette année, 8 écoles ont choisi un thème lié à la lutte antiraciste et aux racines africaines très ancrées dans l'univers de la samba. C'est bien de danser un peu de temps en temps, il faut bien respirer, n'est-ce pas? Et voilà, point final à ce journal. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous dès demain, même heure, même endroit. Merci à mes collègues et amis à la régie, comme d'habitude, dont Blanche Sanou et Sheikh Tsero. C'était Jacques Aristide à Washington. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. À demain. Merci. Au revoir.